Marcel Pagnol, rien que le nom et on entend presque les cigales, on sent le soleil du midi, c'est une figure incontournable. Mais derrière cette image d'Épinal, de la Provence, il y a le parcours d'un des artistes les plus complets et les plus fascinants du XXe siècle en France. Alors on va se plonger ensemble dans l'histoire de cet homme qui a su, mieux que personne, capturer l'âme de sa région tout en révolutionnant l'art de raconter des histoires. Et tout commence là, avec cette phrase. C'est la toute première de ses mémoires, La gloire de mon père. C'est fou, non? Pagnol ne dit pas qui il est, il dit d'où il vient. Avant toute chose, son identité, c'est ce paysage. Ces collines arides, parsemées de thym, c'est son point de départ, son ADN. Son histoire commence donc ici, au cœur de ce décor. Il est le fils de Joseph, un instituteur, un hussard noir de la République, laïque et convaincu, et d'Augustine, sa mère, une couturière catholique à la santé très fragile. Ce mélange, cette double influence, c'est absolument essentiel pour comprendre sa vision du monde, pleine de contrastes et d'humanité. Son enfance, c'est vraiment celle qu'il décrira plus tard. Des vacances d'été qui semblent infinies dans les collines, un vrai paradis perdu qu'il va rendre éternel dans ses livres. Mais le jeune Marcel est aussi un élève brillant. Et sa trajectoire, elle le mène loin de son soleil, vers le nord, direction Paris, où il devient professeur d'anglais. Mais bon, on s'en doute, être prof, ce n'est qu'une étape. La grande ambition de Pagnol, c'est le théâtre. Alors il prend une décision radicale. Il plaque l'éducation nationale pour se lancer à la conquête de la capitale. Et quelle conquête! Parce que son ascension est fulgurante, c'est le mot. Il faut imaginer, en 1928, sa pièce Topaz est un succès monumental. Un an plus tard, à peine, il crée Marius, le début de sa fameuse trilogie marseillaise. C'est un triomphe absolu. En l'espace de 3 ans, il devient l'un des dramaturges les plus célèbres de France. Tout le monde se presse pour voir ses pièces. Il est au sommet de son art, le roi du théâtre parisien. Mais voilà, une révolution technologique se prépare, une invention qui va complètement bouleverser sa carrière et l'histoire du spectacle. Et c'est là qu'on voit que Pagnol n'est pas seulement un grand artiste. C'est aussi un visionnaire. Il va comprendre, bien avant beaucoup d'autres, l'incroyable potentiel d'un nouveau médium, le cinéma sonore. Le tournant, c'est en 1929. À Londres, il va voir un des tout premiers films parlants. Et pour lui, c'est un choc, une véritable révélation. Il dira que le cinéma parlant, c'est l'avenir du théâtre. Il ne voit pas ça comme une menace, pas du tout. Pour lui, c'est l'accomplissement de son art. Il décide sur le champ de s'y consacrer entièrement. Et son ambition, elle est à la hauteur de sa vision. Il ne veut pas juste faire des films. Non. Son rêve, c'est de créer son propre empire du cinéma. Un Hollywood, mais chez lui, en Provence. Et il ne perd pas de temps. Il met son plan à exécution, il fonde sa propre boîte de production, il construit ses studios près de Marseille. Il achète un immense domaine dans les collines de son enfance pour en faire un décor à ciel ouvert. Il contrôle tout, de A à Z. Et ce point est crucial. Il devient l'un des tout premiers véritables auteurs, réalisateurs, producteurs du cinéma français. L'indépendance artistique totale. Cette période de création intense et de succès est malheureusement stoppée net par l'histoire. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation vont le mettre face à des choix moraux terriblement difficiles. Pour un artiste aussi en vue, la question est terrible. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On collabore pour continuer à travailler? On se tait? Ou on essaye de résister avec les moyens qu'on a? Pagnol, lui, va choisir une voie digne et courageuse. Ses actes de résistance sont très concrets. Il refuse de travailler pour la Continental, la société de production contrôlée par les Allemands. Pour éviter que ses studios ne soient saisis, il préfère les vendre. Pour sauver ses techniciens et ses employés du service du travail obligatoire en Allemagne, il les transforme en cultivateurs d'œillets. Et le geste le plus fort peut-être, il va jusqu'à détruire lui-même le négatif d'un de ses films pour être sûr qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Une fois la guerre terminée, une toute nouvelle page s'ouvre. Pagnol va peu à peu s'éloigner des caméras et des plateaux de tournage. Il se tourne vers l'écriture, revenant à ses racines d'une manière encore plus personnelle, encore plus intime. Et ce tournant dans sa carrière est absolument fascinant. On a d'un côté le Pagnol pionnier du cinéma, avec sa trilogie marseillaise, La femme du boulanger, des classiques absolus, et de l'autre, à partir de 1957, le Pagnol romancier, celui qui publie ses souvenirs d'enfance ou L'eau des collines. Et là, il va toucher et conquérir un public nouveau, un public immense, avec ses récits autobiographiques. Et la reconnaissance officielle de son immense talent, elle arrive. En 1946, il entre à l'Académie française. C'est un événement. C'est tout simplement historique. Pour la toute première fois, un homme de cinéma, un cinéaste, est reçu sous la coupole, parmi les immortels. Le cinéma est enfin reconnu comme un art majeur. Sa mort, en 1974, ne mettra pas fin à son histoire, loin de là. Son influence reste immense et son héritage dépasse très largement le cadre de ses films et de ses livres. Tenez, ce chiffre, 234. C'est assez parlant.
En 2015, on comptait en France 234 écoles, collèges ou lycées qui portaient le nom de Marcel Pagnol. C'est dire à quel point il fait partie intégrante du patrimoine culturel et même éducatif du pays. Son héritage, bien sûr, c'est aussi les honneurs, les adaptations de ses œuvres qui continuent de voir le jour, au cinéma comme au théâtre, et il y a même un astéroïde qui porte son nom. Il n'est pas juste un auteur célèbre, il est devenu un véritable symbole, une icône de la culture provençale et de la culture française tout court. Alors, pour finir, on peut se poser la question, faut-il vraiment choisir? Était-il un écrivain, un homme de théâtre, un cinéaste? Ou est-ce que le vrai génie Pagnol, finalement, ce n'est pas justement d'avoir été tout ça à la fois? Un conteur universel qui a su maîtriser tous les arts pour célébrer avec tant d'humour et de tendresse, ce qui fait de nous des êtres humains.